Et bienvenue dans un nouvel épisode de Riche et Heureux spécial Summer Edition. Le concept, des rubriques en mode magazine pour ados, mais bien sûr adapté version adulte et liberté financière. Et cette semaine, je te propose l'Actu People avec une actrice que j'adore, Reese Witherspoon, le courrier des lecteurs en mode business Amazon où je réponds à vos questions sur mon nouveau business de retail arbitrage, une histoire vécue d'abonnés complètement what the fuck, digne d'une série Netflix, une réflexion lifestyle bien sûr, toujours adaptée en mode mindset, liberté financière, et cette semaine on va parler des routines, et bien sûr pour finir ton horoscope business, juste pour te faire sourire ou réfléchir. Alors installe-toi bien, c'est parti, on va commencer l'épisode 4 spécial Summer Edition du podcast Riche et Heureux. Et on commence comme à chaque fois avec la rubrique Actu People où cette fois je vais te parler d'une actrice que j'adore. Attention, je vais être un peu en mode fan, je veux parler de Reese Witherspoon. Pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis assez cinéphile et cette actrice, je l'adore parce qu'elle fait partie de celles que j'ai suivies en fait tout au long de ma vie. Pour ceux qui la connaissent pas, elle a débuté très jeune, elle a une très longue carrière dans le cinéma et un film qui la représente assez bien, je trouve, c'est La Revanche d'une blonde ou Legally Blonde en mode titre original, ou si vous voulez la version québécoise, c'est Blonde et légale. On adore les titres québécois. En gros, dans ce film, c'est la petite blonde, fille à papa, très friquée et très superficielle. Pour vous résumer l'histoire, mais alors vraiment très rapidement, elle s'attend à ce que son petit ami la demande en mariage, or il la quitte pour partir à Harvard étudier le droit. Donc, elle décide également de s'inscrire à Harvard pour le récupérer et de prendre des cours de droit. Et il se trouve donc qu'au final, la petite blonde superficielle n'est pas si stupide que ça. Et Reese Witherspoon, c'est un peu ça, la petite blonde que tu peux sous-estimer, mais qui au final est très brillante et qui a construit un véritable empire. L'histoire commence avec un truc tout simple. Elle en a marre qu'on lui propose toujours les mêmes rôles. Des rôles plats, sans profondeur, qui correspondent pas à la vraie vie des femmes. Alors elle crée sa propre boîte de production, Hello Sunshine, avec un but très clair, mettre en lumière des histoires de femmes, par des femmes et pour des femmes. Et comme elle est passionnée de lecture, elle va encore plus loin. Elle lance son propre book club, mais pas juste pour faire joli. Elle lit, elle sélectionne, elle recommande, mais surtout, elle achète les droits des livres qu'elle aime. Et là, elle les transforme en séries ou en films. Big Little Lies, Wide, beaucoup de films où elle est actrice, productrice, éditrice, entrepreneur. D'ailleurs, quand on regarde sa bio sur Instagram, il y a marqué actrice, productrice, mais également businesswoman. Et d'ailleurs, en 2021, elle revend sa boîte de production pour, tenez-vous bien, 900 millions de dollars. Oui, 900 millions. Ce qu'on peut retirer et apprendre de Reese Witherspoon à notre échelle, il y a plusieurs choses. La première, c'est que ta passion peut devenir un actif. Reese, elle s'est pas levée un matin en disant tiens, je vais créer une boîte à 900 millions de dollars. Elle a juste suivi ce qu'elle aimait déjà faire, c'est-à-dire lire. Mais elle ne s'est pas arrêtée à l'étape plaisir perso. Elle a creusé la chose et elle a transformé cette passion en média avec un compte Instagram, en communauté, puis en business. Et ça, c'est une question qu'on peut vraiment se poser. Qu'est-ce que je peux faire tous les jours, qu'est-ce qui me passionne et que je peux structurer pour en faire une ressource. Si tu passes tes soirées sur Vinted ou à décorer ton appart, à conseiller tes potes, à créer du contenu, tu tiens déjà peut-être là entre tes mains un nouveau revenu. Ce qui est également brillant dans ce qu'elle a fait et dont on peut également s'inspirer, c'est qu'elle n'a pas créé quelque chose d'isolé. Chaque projet a nourri le suivant. Elle lit un roman, elle le recommande dans le book club qu'elle a créé, elle achète les droits avec sa société de production, elle le produit également, elle joue dedans, donc elle a également un cachet d'actrice, et en plus de ça, elle revend la boîte de production. C'est vraiment un écosystème, tout est lié. C'est vraiment un écosystème, tout est lié, tout travaille pour elle. Quand je te parle d'écosystème, je pense également à d'autres personnes qui font ça. Il y a par exemple en France, enfin surtout sur YouTube, je pense dans la catégorie sport à Thibaut InShape ou Sissi Mua, qui à la base ont commencé à faire des vidéos de sport sur YouTube gratuitement et qui au final maintenant se retrouvent avec tout un écosystème, une grosse entreprise avec donc de la création de contenu, une application de sport, des vêtements, une partie nutrition, tout un écosystème autour de ça. Il y a également, je pense à l'instant, à mon formateur Amazon. Pour lancer mon business sur Amazon, je me suis formée auprès de cette personne et cette personne a son entreprise Amazon, son business d'achat-revente sur Amazon. Il a également donc sa société de formation. Il a également une application
pour faire une étude de marché des produits. Il achète également des locaux pour son entreprise pour stocker et il a également un prep center, donc un local pour gérer la logistique en fait des produits sur Amazon des différents entrepreneurs. Il fait également de la création de contenu. Tout ça pour dire qu'effectivement, lui aussi a créé tout un écosystème autour d'une seule chose, l'achat-revente sur Amazon. Chaque brique renforce l'autre et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout un éparpillement. C'est vraiment un écosystème, un cercle vertueux. Donc au final, quand tu as déjà un projet, une idée, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je peux rajouter, mais c'est comment est-ce que je peux lier tout ça. Quand c'est aligné, quand ça parle à la même personne, quand tout bosse ensemble, c'est pas de l'éparpillement, c'est un business à 360 degrés. Et c'est souvent comme ça qu'on passe d'un petit projet, d'un petit business à un empire. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir parlé aujourd'hui de Reese Witherspoon. C'est vraiment une actrice que j'adore, une femme que j'adore et que je trouve qu'on peut vraiment, enfin c'est vraiment un exemple, on peut vraiment s'en inspirer. C'est la fin de cette rubrique Actu People. On va passer à la rubrique suivante qui est la rubrique Courrier des lecteurs, spécial Amazon, où je réponds à vos questions sur le business de retail arbitrage, donc le business d'achat-revente sur Amazon. La question du jour, la question de l'abonné, c'est tu revends aussi des produits d'occasion ou seulement du neuf? Alors, pour ma part, je vends uniquement du neuf. Pourquoi? Parce que c'est plus carré, c'est plus clair, c'est surtout aussi plus facile et plus rapide à gérer avec Amazon. Quand tu vends du neuf, tu n'as pas à te justifier sur l'état des produits, tu n'as pas à prendre 36 000 photos, très jolies photos pour faciliter la vente. Tu n'as pas non plus à croiser les doigts que l'acheteur soit sympa parce que il faut savoir quand même que Amazon, c'est vraiment énorme. On touche à plusieurs marketplaces, à plusieurs pays, donc aussi à des mentalités différentes. Quand vous vendez en Allemagne, en Italie, c'est pas les mêmes personnes que vous avez en face, avec pas les mêmes mentalités. Et ça me fait penser d'ailleurs, pour faire le parallèle, quand vous faites de la location courte durée, quand vous avez des Allemands qui louent vos appartements, ils sont toujours beaucoup plus stricts dans les notations, contrairement aux Français. Bref, c'était pour faire le parallèle et aussi pour vous dire que voilà, Amazon, c'est vraiment monstrueux dans le sens énorme. Et donc, vous avez plus de chances de tomber sur des personnes pas très sérieuses, pas très gentilles. Moi, là, je vois déjà, rien qu'en vendant des produits neufs, certaines personnes, en fait, ça fait partie du jeu, mais quand vous vendez, par exemple, une boîte avec des figurines pour enfants, quand il y a plusieurs figurines, certaines personnes commandent, ouvrent le paquet, prennent juste la figurine qui l'intéresse et vous le renvoient le paquet. Amazon, c'est tellement énorme pour que ça fonctionne. Il ne cherche pas plus loin. L'acheteur a raison, il le rembourse, il vous a renvoyé votre colis et après il voit si le colis est réutilisable, il le remet en vente. S'il n'est pas réutilisable, ça après ça dépend des options que vous avez choisies, mais il vous le renvoie. Donc si vous envoyez de l'occasion, que vous avez marqué bon état et que la personne en face trouve et ça état correct, bref, vous voyez où je veux en venir. C'est plus compliqué. Donc avec le neuf, je me prends pas la tête, je me greffe sur une fiche, j'achète, j'expédie et Amazon gère le reste. Mais par contre, il y a quand même des gens qui cartonnent avec l'occasion sur Amazon. Après, c'est une autre stratégie. Mais voilà, je suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas, c'est juste que moi, c'est pas la stratégie que j'ai choisie. L'occasion, ça peut être aussi une bonne occasion pour se lancer sur Amazon quand tu n'as pas beaucoup de budget. Tu peux faire un tour chez toi là, dans toutes tes affaires. Je suis sûre que tu as sûrement des livres, des DVD, des jeux vidéo, de la musique que tu peux vendre sur Amazon en occasion. Et donc ça te permet de commencer à te faire ta petite trésorerie pour après aller attaquer sur des plus grosses commandes en achetant du neuf. Donc en gros, les deux stratégies sont possibles, c'est juste que c'est pas les mêmes. Pour ma part, moi j'ai choisi de vendre du neuf en mode FBA, c'est-à-dire Fulfillment by Amazon, donc c'est Amazon qui expédie. À l'inverse, vous avez Fulfillment by Merchant, donc là c'est vous qui vous chargez d'envoyer, donc ça aussi c'est notre système, notre stratégie. Mais donc moi, je vends du neuf en FBA parce que je veux vraiment un système qui soit automatisé au maximum et je veux vraiment un business qui tourne même quand je dors. Et pour ma part, pour les objets d'occasion ou les objets que je récupère qu'Amazon ne peut plus vendre, qui sont en bon état, je vous rassure,
Je préfère les revendre sur d'autres plateformes du type Vinted, Le Bon Coin, qui ont déjà moins de frais. Mais je tiens à préciser, il faut vraiment que le profit soit intéressant, dans le sens où sinon ça ne vaut pas le temps en fait que je vais y consacrer. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si vous avez également des questions à me poser sur ce business, n'hésitez pas, envoyez-moi un message privé sur Instagram ou alors vous me le mettez ici en commentaire sous cette vidéo. On passe à la rubrique suivante, votre rubrique préférée qui est la rubrique des histoires vécues, histoires complètement what the fuck. Et on est parti pour celle-là qui m'a fait rêver. Je suis très contente que cette personne ait partagé cette histoire. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je commence. Salut Aurélie. Je voulais te partager une histoire de dingue qui m'est arrivée. J'ai un appartement que je loue en location courte durée. Un jour, quelqu'un a loué mon appartement. Pendant son séjour, tout se passe bien, rien à signaler, mais au moment du ménage, quelqu'un se présente en disant « Bonjour, je suis le locataire du logement, quand est-ce que je peux récupérer les clés ?» Je reste figée et je lui demande « Comment ça, vous êtes le locataire du logement ?» Il dit « Ben oui, j'ai donné une caution en espèces pour louer l'appartement, donc il est à moi, je le loue en longue durée. » Et donc là, je ne comprends plus rien, mais dans la même journée, je reçois plusieurs messages de personnes différentes qui, elles aussi, veulent récupérer les clés de mon logement et toutes me parlent de location longue durée alors que moi je fais de la courte durée. Et c'est là que je comprends ce qui s'est passé. En fait, la personne qui avait loué mon appartement en location courte durée en a profité pendant son séjour pour prendre des photos de l'appartement. Il les a ensuite postées sur Le Bon Coin en faisant une fausse annonce et en se faisant passer pour le propriétaire. Il proposait le logement en location longue durée. Il a organisé des visites, encaissé plusieurs cautions en cash et puis il s'est barré avec l'argent. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de vérification d'identité obligatoire sur les plateformes de réservation, ce qui a fait que les gens qui ont porté plainte, bien sûr, comme ils n'avaient pas l'identité sur la réservation et qu'ils avaient tout payé en cash, eh bien c'était foutu. Impossible de retrouver la personne et impossible de retrouver l'argent. Voilà l'histoire. Donc, dans tous les malheurs, problèmes qui peuvent arriver quand on fait de la location d'appartements, on peut dire que quand même, celle-là fait partie des moins pires, on va dire, hein, entre saccager l'appartement, les inondations, les dégâts des eaux, on connaît les cambriolages, tout ça. On peut se dire que ça fait partie des moins pires. Parce qu'au final, tu as été payé, tu as récupéré ton appartement dans un état plus que nickel, et ce sont plus les autres personnes qui se sont fait arnaquer. Là où c'est moins cool, c'est qu'il s'est servi de toi pour arnaquer d'autres personnes et que ça peut te retomber dessus, vu comme la loi est foutue. Donc au final, je suis pas sûre que ça fasse partie des choses les moins pires qui puissent arriver. Mais bon, ça me fait penser à d'autres exemples du style, si tu as des prostituées qui viennent dans ton appartement, tu peux être considéré comme proxénétiste. Pardon. De même, il y avait eu une histoire, si je me rappelle bien, qui était passée avec un vieux monsieur qui avait mis son garage en location et en fait, dans son garage, il y avait des personnes qui faisaient du trafic de drogue. Et il avait dû faire un peu de prison ou payer une amende parce que c'est lui le propriétaire, donc il est responsable. Mais par contre, il n'a pas le droit d'aller voir ce qui se passe puisque c'est au locataire. On ne peut pas rentrer chez les gens puisque le bien devient au locataire. Bref, quand je te disais que la loi est foutue de travers. Donc là, en fait, comme la personne a arnaqué des gens en se servant de ton appartement, tu peux devenir complice. Donc en tant que propriétaire, tu peux mettre plusieurs choses en place, plusieurs process pour éviter que ça arrive, hein. Je pense à des vérifications renforcées, des caméras dans des parties communes si tu as l'immeuble, enfin voilà, plusieurs choses. Et en tant que locataire, ou même ça marche pour tout le monde et dans tous les sujets différents, dans tous les domaines différents, c'est de connaître le plus gros levier des arnaqueurs et des vendeurs. C'est le FOMO. Fear of missing out, la peur de passer à côté de quelque chose. Vite, il faut que je réserve cet appartement avant que quelqu'un d'autre le prenne, donc hop, je donne de l'argent en cash. Vite, il faut que j'achète parce que là, c'est une affaire, elle va me passer sous le nez et j'en aurai plus d'autres. Cette peur, elle crée une tension, un stress, et c'est dans cette situation en fait que tu baisses ta vigilance. Tu signes, tu payes en cash et tu fais confiance à la personne qui est en face de toi. T'as beau être la personne la plus intelligente, si la peur
rentre dans ton cerveau, tu deviens un vrai crétin. Je me suis fait déjà arnaquer de cette manière-là. Mon mari s'est déjà fait arnaquer comme ça également. On ne se considère pas comme des débiles. On se trouve d'ailleurs plutôt, on fait partie de la catégorie des gens quand même assez intelligents. Mais les escrocs, ils sont très malins. Ils connaissent parfaitement la loi et ils connaissent aussi parfaitement la psychologie humaine. Ils savent exactement où appuyer pour te faire tomber dans le panneau. Quand une personne joue sur ce biais de la peur, ton cerveau il bug, il fonctionne plus logiquement. Tu perds toute ta logique et toute ton intelligence. Donc pour éviter ça, il faut déjà avoir connaissance de ce biais, en avoir conscience et pas faire un excès d'ego en disant que non, moi ça ne peut pas m'arriver. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo, petite parenthèse, sur ce sujet. J'ai fait un épisode sur le livre L'ego et les demi de Ryan Holiday. Allez le voir, allez l'écouter. Je mets en avant 10 tips qu'il donne dans son livre pour justement repérer ton ego avant qu'il ne sabote tout. Donc je te mets le lien en description, n'hésite pas. Donc voilà, il faut avoir conscience de ce biais. Il faut entraîner son esprit à reconnaître ce faux mot. C'est comme pour tout, c'est des exercices, c'est de la répétition. Et dernièrement, malheureusement, il faut se faire arnaquer. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'on apprend. Chat échaudé, crains l'eau froide. Crois-moi qu'une fois que tu t'es fait arnaquer, tu ne te feras plus arnaquer les fois suivantes, du moins pas de la même manière. Donc un grand merci à toi pour le partage de cette histoire. C'est vraiment les histoires que je recherche. Ce partage d'expérience, ce genre de témoignage qui aide en fait à ouvrir les yeux à plus de personnes pour qu'on arrête de se faire arnaquer et qu'on ait bien moins de galères à gérer. On va passer à la rubrique suivante, la rubrique lifestyle, où je me suis dit que les routines beauté et la liberté financière, c'était le même combat. Et le parallèle à faire et le fait que je me dise que c'est le même combat, c'est la constance. Parce qu'au fond, dans les deux cas, c'est ce qui fait la différence. Tu peux avoir la meilleure idée business du monde. Comme tu veux avoir la crème hydratante la plus chère de toute ta salle de bain, si tu n'es pas régulier dans les tâches que tu fais, ça ne sert à rien. Et c'est de ce sujet-là que j'aimerais qu'on parle. Parce que quand on parle de liberté financière, on parle souvent d'argent, de business, d'investissement, d'outils. On pense stratégie, rentabilité, avoir des gros objectifs. Mais avant tout ça, il y a un truc important, c'est la régularité, la constance, ta capacité à répéter les mêmes petites actions tous les jours. Et c'est donc là où ta routine bien-être peut rentrer en jeu. Si tu prends l'exemple du sport, tu fais une séance, puis deux, puis un jour, tu as la flemme, il pleut, tu as mal dormi. Mais si tu arrives à la faire quand même, à te bouger ne serait-ce qu'un peu, tu viens d'envoyer un message super puissant à ton cerveau. Celui de dire je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Et ça, c'est exactement le même muscle qui te sert pour la partie liberté financière. C'est le même muscle mental pour analyser tes dépenses, lancer un nouveau produit, créer un nouveau contenu alors que tu as 0 like, faire une visite immobilière alors que tu n'as pas le moral. Il y a plein d'autres exemples pour dire que la régularité, c'est pas juste une qualité, c'est vraiment un levier de liberté. Et donc en vrai, il n'y a pas besoin d'une morning routine à se lever à 5 heures du mat, à se mettre le visage dans de l'eau froide, à faire de la méditation, 36 mantras ou quoi que ce soit. Si c'est ton délire, vas-y, c'est absolument pas le mien. Mais de mettre en place une petite routine, des petites actions que tu vas répéter sans cesse. Et quand je dis petites actions, ça peut être vraiment boire un verre d'eau au réveil, préparer tes affaires la veille. C'est déjà des mini-victoires de discipline. Et c'est ça le vrai mindset des gens qui avancent. Ils ne se reposent pas sur la motivation, parce que la motivation, ça peut flancher. Et quand justement la motivation flanche, ce qui reste, c'est la discipline, les systèmes simples qu'ils ont construits et auxquels ils s'y tiennent. Donc si tu veux atteindre l'indépendance, la liberté financière, certes, il va falloir automatiser, déléguer, planifier, tout ça. Mais avant ça, il va falloir savoir te gérer toi-même. Et ta routine quotidienne, c'est justement ce qu'elle t'apprend à te montrer fiable pour toi, une confiance en toi. Tu sais que ce que tu dis, tu le fais, que tu avances même quand c'est pas fun et que tu restes surtout connecté à une vision long terme et pas à un résultat immédiat. Quand tu fais du sport, c'est pas demain que tu vas avoir un corps de rêve. Non, mais sur le long terme, ça, tu vas le gagner. Donc, si tu as l'impression de galérer ces derniers temps, tu peux essayer de te poser la question justement de quelles sont mes routines aujourd'hui?
pas pour te juger, mais juste pour voir où tu en es et qu'est-ce que tu construis pour plus tard. Toutes les petites choses que tu fais tous les jours, c'est ce que tu construis pour plus tard. Ta peau, ton mental, ton corps, ton portefeuille, ta liberté, ça se cultive au quotidien. On en a fini avec cette rubrique, j'espère qu'elle t'a plu. On va passer à la dernière rubrique, la rubrique horoscope business. Toujours pareil, le petit disclaimer maison, je ne suis absolument pas astrologue. J'ai écrit ça avec mon pote ChatGPT. C'est pour le fun, mais aussi parce que certaines fois, il y a des phrases qui nous donnent le petit coup de pied au cul dont on avait besoin. Alors, écoute ton signe, prends ce qui t'intéresse et ce qui ne t'intéresse pas, tu le laisses à Mercure rétrograde là. Voilà. On débute avec les béliers. Tu veux aller vite, mais t'as zappé de regarder la carte. Avant de foncer tête baissée, pose-toi une vraie question. C'est une envie ou une vraie stratégie? Gagner du temps, c'est parfois prendre 1 heure pour poser un plan clair. Taureau, tu sais exactement ce que tu veux, mais tu laisses trop de place aux doutes des autres. C'est ton business, pas celui de ta mère, de ton mec ou de ton pote. Cette semaine, pose une limite, même mentale, ça change tout. Gémeaux, oui, t'as mis l'idée, mais là, t'as surtout besoin de silence. Prends 1 heure seule, sans podcast, sans notif, juste pour écouter ce que toi, t'as envie de construire. Ta créativité, elle se débloque quand t'arrêtes de consommer tout ce que font les autres. Cancer, tu veux aider tout le monde, mais t'es pas une assistante sociale. Ton énergie, elle a de la valeur. Distribue-la comme une pro, pas comme une fontaine libre service. Cette semaine, choisis un projet et ose ignorer les appels à l'aide qui te bouffent. Lion, t'as envie de briller? Bonne nouvelle, t'as le talent pour. Mauvaise nouvelle, t'attends encore une validation extérieure. Rappelle-toi que tu as le droit de te montrer, même si c'est pas parfait, tu mérites d'être visible. Vierge, tu veux que tout soit carré, mais la vie entrepreneuriale, c'est du freestyle organisé. Tu peux pas tout prévoir, alors lâche un peu le contrôle. Cette semaine, lance un truc à 80% et observe. Tu vas voir que ça marche quand même. Balance. Tu dis oui à tout et après, tu t'étonnes d'être débordé. Apprends à dire non. C'est pas être méchante, c'est être lucide. Ton temps vaut de l'or. Cette semaine, protège-le comme un actif. C'était un petit clin d'œil à l'histoire What the fuck de la semaine dernière. Scorpion, tu veux garder le contrôle, mais t'oublies que le vrai pouvoir, c'est de déléguer. T'as le droit de pas tout porter. Tu construis un business, pas une prison. Et si tu passais en mode CEO, juste pour tester. Sagittaire, tu rêves loin, tu parles grand, mais t'as pas ouvert Excel depuis 3 semaines. C'est bien de viser la lune, mais commence par faire tes comptes. Un rêve sans chiffres, c'est une illusion. Cette semaine, fais un point concret. Capricorne, tu bosses trop et tu crois que c'est ça, être méritante. Repose-toi avant que ce soit ton corps qui te force à le faire. La vraie productivité, c'est pas en faire plus, c'est faire mieux avec moins. Verseau, tu veux tout changer, tout casser, mais t'as pas encore construit de base. Réinvente si tu veux, mais commence par maîtriser les fondations. Cette semaine, structure un process, ça libérera ton cerveau pour les grandes idées. Et enfin, Poisson, t'as de l'intuition pour les autres, mais t'écoutes pas la tienne. Et si tu prenais une décision cette semaine sans demander l'avis de personne, ce que tu sais déjà au fond de toi est souvent juste. Teste-le. Et voilà pour cette nouvelle édition du podcast magazine Summer Edition Riche et Heureux. Si tu t'en sors avec une nouvelle idée, une claque ou juste l'envie de t'y remettre, c'est gagné. Je suis contente d'avoir fait cet épisode. Rejoins-moi sur le compte Instagram Riche et Heureux pour me dire ce que tu en as pensé ou m'envoyer une question sur Amazon ou me raconter une de tes histoires what the fuck qui peuvent aider le plus grand nombre. Pour me soutenir, partage, abonne-toi, mets-moi une note 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle t'écoutes cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un futur épisode avec la même vibe, le même objectif, avancer ensemble vers plus de liberté pour être riche et heureux. À bientôt!